BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business. On va parler de la préparation à la retraite. Oui, ça change du Mexique. Quoique, d'ailleurs, la retraite au Mexique, c'est plutôt sympa. Hugo Bompard nous rejoint. Bonjour Hugo. Bonjour Guillaume. Fondateur de Finance Hero. C'est vrai que quand on pense à la préparation à la retraite, alors on peut parfois penser Mexique. Bon, pourquoi pas. On pense surtout aux placements, les meilleurs placements à faire, les meilleurs investissements à réaliser pour préparer au mieux sa retraite. Et parmi ces placements retraite, il y a bien sûr le plan d'épargne retraite dont beaucoup d'experts nous disent que c'est évidemment la martingale pour préparer sa retraite. C'est pas forcément votre conviction. Et vous nous l'expliquerez dans un instant. D'abord, on peut peut-être rappeler comment fonctionne ce plan d'épargne retraite. Oui, bien sûr. En fait, déjà d'un point de vue financier, ça fonctionne comme une assurance vie. C'est-à-dire que vous avez différents supports d'investissement. Vous avez d'un côté le fonds euro qui est à capital garanti, puis de l'autre côté, vous avez des unités de compte qui sont qui regroupent les placements boursiers et les placements immobiliers. Par contre, le PER, il va être radicalement différent sur 2 points. Le premier, c'est qu'il est bloqué jusqu'à la retraite. C'est pas un plan d'épargne retraite pour rien. Et puis deuxième, c'est qu'il a une fiscalité particulière puisqu'il permet de déduire les versements que vous faites de votre revenu imposable et donc de réduire vos impôts. Oui, là, je peux pas vous suivre. Parmi les premiers arguments que vous mettez en avant, il y a cette carotte fiscale, l'avantage fiscal du PER. Sauf que c'est ce qu'on entend tout le temps, il faut éviter de choisir un placement pour un avantage fiscal, quel qu'il soit. Ça ne doit pas être la principale raison d'un investissement. Du coup, si le PER offre un avantage fiscal, est-ce qu'on est obligé d'insister dessus ou est-ce qu'on peut se dire que cet avantage fiscal peut aussi constituer, pour certains profils d'investisseurs, un piège, ou en tout cas une fausse bonne idée? Exactement. En fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'il ne faut pas oublier la fiscalité à la sortie avec le PER. Pourquoi ? Parce que avec le PER, certes, vous allez avoir vos gains qui sont fiscalisés à la flat tax. Bon, ça, c'est le cas classique des placements. Mais vous avez aussi le capital, la part de capital de chaque retrait qui va rentrer à la sortie dans votre revenu imposable et donc être soumis à l'IR. Donc concrètement, si vous avez la même tranche marginale d'imposition à l'entrée qu'à la sortie, vous ne faites pas d'économie d'impôt. Et donc, pour que ce soit réellement efficace, il faut anticiper à la retraite une baisse de votre tranche marginale d'imposition. Effectivement, et cette baisse de tranche marginale d'imposition, elle n'est pas forcément garantie. Par exemple, si vous êtes dans la tranche à 30%, elle est très très large, elle est très épaisse. Exactement. Cette tranche. Et un certain nombre d'actifs qui, quand ils partent à la retraite, se disent « Ah, c'est bien, je vais passer de 30 à la tranche en dessous », se rendent compte qu'en fait, même à la retraite, ils restent dans cette tranche très très large des 30%. Et dans ce cas-là, le PER, effectivement, perd un peu de son intérêt fiscal. Donc, premier coup de griffe au PER, l'avantage fiscal, c'est pas automatique. Deuxième coup de griffe, parce que c'est vrai que les spécialistes du PER, ceux qui ont besoin de vendre des PER, disent c'est bien le PER parce qu'en plus on peut le débloquer avant la retraite, notamment pour l'achat d'une résidence principale. Vous, cet argument, Hugo, il vous convainc pas? Alors, il peut être pratique, mais attention là aussi aux incidences fiscales. C'est-à-dire que, pour reprendre votre exemple, vous êtes quelqu'un qui a la tranche marginale d'imposition de 30% et puis vous avez accumulé sur votre PER un capital de 50-60 000 euros. Vous le débloquez pour un apport à votre résidence principale, là, le risque, c'est de passer de la tranche marginale d'imposition de 30% à la tranche marginale d'imposition de 41%, et finalement de payer cette année-là plus d'impôts que les économies que vous aurez effectuées en faisant des versements. Donc oui, ça peut être pratique, mais attention aux incidences fiscales que ça va avoir. Et ça, on l'entend peu, comme par hasard. Effectivement. Du coup, à qui est-ce que vous conseillez ou est-ce que vous conseilleriez d'ouvrir un plan d'épargne retraite? Oui, alors c'est vrai que là, on a mis des coups de griffe, un petit peu comme vous dites. Néanmoins, je pense que le PER, quand même, reste un outil très efficace pour tout un tas de personnes. Je pense notamment déjà aux gens qui ont 50 ans ou plus, pour qui la retraite, c'est un objectif qui devient prioritaire, qui en plus de ça, vont pas tellement immobiliser leur épargne trop longtemps, puisque la retraite, c'est pour bientôt. Vous avez aussi toutes les personnes qui savent qu'elles vont avoir une retraite qui est en deçà, largement en deçà de leur revenu actuel. Là, je pense notamment aux professions libérales, médecins, avocats, etc., qui n'ont pas une retraite très généreuse. En revanche, pour un jeune actif, là, c'est plus discutable. Moi, je conseillerais plutôt d'aller vers des placements plus classiques, type assurance vie, PEA. Et pourquoi pas ? Parce que, mine de rien, la retraite, ça se prépare en amont. Allouer 10-20% maximum de son épargne annuelle à un PER. Et vous avez comparé d'ailleurs Finance Hero, vos équipes, 70 PER, les performances, qui sont les gagnants et les perdants en termes de Exactement, donc on a analysé 70 PER, ça représente un bon panel du marché. On a regardé 3 critères principaux, les frais, classique, les supports d'investissement. Donc là, l'idée, c'est est-ce qu'il y a suffisamment de supports pour répondre à tous mes besoins ? Est-ce que, par exemple, il y a des ETF ? Est-ce qu'il y a des supports immobiliers dans le contrat ?
et puis aussi la performance du fonds en euros. Donc là, ce dont on s'est rendu compte dans notre panel, c'est que c'est essentiellement les courtiers en ligne qui arrivent en haut du classement, essentiellement parce que ce sont ceux qui ont les frais les plus faibles et aussi la gamme de support la plus large. Donc là, par exemple, on a le PR de Lynxea ou celui de placement direct qui s'en sort très bien. Pour la gestion pilotée, on aura tendance à favoriser les fintechs parce que elles ont tendance à mettre des ETF dans leur portefeuille de gestion pilotée, ce qui permet de réduire les frais. On a notamment le nouveau PER de Yomoni qui s'en sort pas mal du tout, et puis aussi celui de Ramify ou de Nalo. Puis on a quand même quelques acteurs historiques qui tirent leur épingle du jeu cette fois-ci sur la performance du fonds euro, et essentiellement les mutualistes comme MIF ou Ampli Mutuel. Et ce palmarès des PER, j'imagine qu'on peut le retrouver aussi sur le site de Finance Hero. Tout à fait. Il y a un trait d'union entre Finance et Hero. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Hugo Bompard, le fondateur de Finance Hero. Dans un instant, on se reconnecte à la séance du jour. Le CAC 40 signe une 5e hausse d'affilée. À l'instant, on gagne péniblement, c'est vrai, mais elle est là, la hausse, plus 0,01%. Voilà l'état des lieux sur les marchés. On rappellera Étienne depuis la tour Euronext. Et bien sûr, vous pouvez nous suivre aussi sur notre site BFM Bourse. Je vois cet article consacré à Apple. Apple, dont les perspectives déçoivent quand même le marché. Le titre Apple à Wall Street recule aujourd'hui, moins 1%. Détail sur notre site BFM Bourse donc. À tout de suite.